Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle webconférence du FOD qui va parler donc de des réformes en cours sur la formation professionnelle. Et donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Denis Christol qui est directeur en ingénierie au CNFPT et Laura Miss qui est responsable directeur de toute la formation continue à l'Université technologique de Troyes. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, nous allons procéder en 3 temps. Je vais dérouler juste 3-4 slides en fait pour poser un peu le décor. Et ensuite, je passerai la parole à Laurent qui va présenter finalement les impacts et les enjeux de toutes ces réformes, on va dire, dans le contexte de l'université, des écoles, de l'enseignement supérieur. Et ensuite, à Denis qui nous présentera finalement les impacts actuels et ou à venir sur finalement le digital learning au sein d'un grand organisme tel que le CNFPT. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat comme d'habitude. Ensuite nous allons les sélectionner, nous garderons un petit quart d'heure à la fin pour y répondre. Donc en fait, nous ne répondra peut-être pas forcément à tout, nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions, mais donc nous reprendrons l'intégralité de cette webconférence qui sera disponible en fait sur les feeds du FOD et de l'iSession. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer le déroulé de cette webconférence. Alors tout d'abord, en fait, dans quel contexte tout cela s'inscrit ? Donc s'inscrit en fait dans les différentes lois et réformes en cours à la fois sur le marché du travail, sur la formation professionnelle, pour faire face finalement aux différents enjeux en cours dans nos sociétés, avec l'émergence de différentes ruptures telles que la transition énergétique, la transition numérique, avec la généralisation des savoirs, de l'accès à ces savoirs, à ces compétences, à ces connaissances. Et aussi pour faire face à l'évolution croissante et de plus en plus rapide des différents métiers et des compétences attendues dans les différents territoires, par les entreprises, les territoires. Tout ça, tous ces mouvements-là, en fait, impactent finalement la façon de former, soit on parle de formation initiale ou continue, en fait, de former les professionnels de demain. Donc le but de la loi là, dont on va parler, finalement, qui a été discutée pendant de nombreux mois et qui a été publiée le 1er août dernier et sortie plus officiellement en début septembre, cette loi elle concerne effectivement tous les acteurs, puisque effectivement, soit les organismes de formation, les financeurs, les collecteurs, les prescripteurs, tout le monde va peu ou prou être un peu concerné. Mais aussi du coup tous les bénéficiaires, les salariés, les jeunes, les demandeurs d'emploi, les apprentis qui sont concernés par cette loi. Et puis un peu une nouveauté en fait, elle concerne à la fois la formation professionnelle mais aussi tous les dispositifs d'apprentissage. Donc voilà, donc on voit bien que c'est un spectre assez large, qui concerne plein de gens et dont finalement il peut être difficile d'aborder la question, puisqu'en fait on peut l'aborder sous un angle pédagogique, sous un angle juridique, sous un angle financier. Donc aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le côté innovation pédagogique, en quoi cette loi, ces nouveaux textes de loi favorisent ou pas la création de nouveaux parcours pédagogiques plus innovants, plus proches de l'apprenant, plus centrés sur l'apprenant. Voilà, c'est le but de cette webconférence. Sachant qu'en fait, vous pouvez trouver tous les textes de loi là, en fait, qui sont disponibles sur le site du ministère avec tous les détails. Donc j'ai repris du coup en deuxième planche les principaux points clés en fait, qui sont mis dans les documents qui sont sortis récemment. Là, on ne va pas tous les balayer intégralement, mais en fait, dans les points clés, effectivement, il y en a qui vont concerner, mettons, l'apprenant proprement dit, ou le futur professionnel ou le professionnel. En fait, ce texte de loi veut le rendre plus autonome, plus libre dans son parcours, puisqu'on en revient toujours à la même question de qui bénéficie des fonds de la formation, comment, pour quel sujet, et puis les différentes études, les différentes personnes qui observent tout ça disent toujours qu'effectivement, il y a plus de formation qui est faite dispensée auprès des cadres que finalement des ouvriers ou des emplois intermédiaires.
Donc l'un des principaux objectifs de cette loi est notamment donc, de faire plus d'inclusion sociale, faire en sorte que les fonds de la formation professionnelle profitent à tous, quel que soit leur secteur, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge. Donc notamment par exemple sur le premier point, quand on parle de décider de son propre avenir professionnel, ce qu'envisage l'État, là, c'est de sortir une application dédiée au CPF en 2019, qui permettra à chacun en fait de rechercher une formation, de comparer des formations en regardant les côtés qualité, les taux d'insertion dans l'emploi et les niveaux de satisfaction des apprenants. Deuxième chose, toujours par rapport à ce premier point, donc il va y avoir une généralisation du conseil en évolution professionnelle, qui sera gratuit et accessible à tous. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans, par exemple, le troisième pilier, être accompagné dans sa reconversion professionnelle. Ensuite, il va y avoir aussi des grands changements sur la gestion du CPF en termes de ce qu'on va passer d'un dispositif en heures à un dispositif en euros. Il va y avoir une monétisation du CPF avec des abondements différents pour les salariés ou pour les personnes en situation plus difficile. Il y aura des nouveaux droits pour les salariés démissionnaires, par exemple, qui veulent créer une activité indépendante. Et puis aussi et surtout, donc en fait, les différents éléments en fait, qu'on va retrouver dans cette loi veulent favoriser finalement des nouvelles modalités plus souples pour permettre à chacun d'aller se former un peu en fonction de ses contraintes ou des modalités de financement qu'il peut avoir. Les conséquences concrètes, il y en a plusieurs. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure en introduction que pas mal de gens étaient concernés. Donc déjà, effectivement, les salariés, les demandeurs d'emploi, puisqu'en fait, ils vont avoir d'autres façons d'accéder à la formation. L'objectif, c'est de simplifier un peu ou de décrypter l'accès à ces formations où les modes de financement sont des fois parfois un peu compliqués. Il va concerner les branches, les opérateurs, les SPSPP, puisqu'en fait, il va y avoir des changements un peu organisationnels avec la création d'une grande agence qui va s'appeler France Compétences. Mais aussi, du coup, par exemple, les entreprises et les organismes de formation, puisqu'en fait, il va y avoir des changements sur les listes d'éligibilité et aussi sur la façon de définir les actions de formation. Et le travail, par exemple, la formation en situation de travail va être revalorisée. Et puis les formations plus digitales à distance encouragées. Donc en fait, en préparant cette webconférence, on a discuté un petit peu tous les trois, entre Denis, Laurent et moi, et on a fait des constats un peu génériques qu'on peut retrouver un peu partout, dans les organismes de formation, les universités, les écoles. Et on s'est posé 2-3 questions là finalement. Est-ce que c'est quelque part une nouvelle donne pour une formation avec des multimodalités, de la FOAD, du digital learning? Comment des modalités innovantes vont apparaître ou pas en fait dans ce contexte. Et on s'est posé aussi des questions sur quel va être l'impact sur la qualité de l'offre de formation. Puis est-ce que du coup les comptabilisations concernant le CPF en heures, en euros, est-ce que ça va changer quelque chose, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 500, 800 euros par an, 1 000, 8 000 euros au bout de 10 ans? Est-ce qu'on peut mettre en place des parcours qui ont du sens ou pas avec c'est des sommes d'argent de ce type-là? Pas mal de questions. Donc, je vais donner la parole à Laurent qui va nous expliquer finalement comment, du point de vue des universités, des grandes écoles, on voit tout ça. Merci. Alors effectivement, on vit cette réforme avec attention, hein, puisque la réforme est beaucoup plus systémique que la précédente, même si la précédente ne date après tout que de 4 ans. Hein. C'est aussi la difficulté d'évoluer sur ce secteur d'activité qui est en proie à des réformes continues. On a vu 2004, 2009, 2014 et aujourd'hui 2018, et qui modifie plus substantiellement, je dirais, le système de la formation professionnelle, et en tout cas, à notre niveau, devrait nous impacter
plus encore que la réforme précédente. Alors la réforme précédente avait déjà un peu, je dirais, libéré la formation, notamment en ouvrant davantage la possibilité de dispenser des formations à distance. Là, la loi va plus loin, hein, on y verra, en redéfinissant notamment l'action de formation et en précisant très clairement que l'action de formation peut s'inscrire en tout ou partie à distance ou en situation de travail. Alors depuis la précédente réforme et depuis 2-3 ans, quelle a été la stratégie de l'UTT en accompagnement un peu de cette réforme et puis des tendances plus lourdes en matière de digital learning et de développement des MOOC. Donc nos stratégies a été une stratégie de développement de MOOC, de sensibilisation. Alors j'insiste bien sur la notion de sensibilisation puisque nous n'étions pas sur des MOOC, je dirais, appuyés sur des parcours certifiants diplômants, mais des MOOC de sensibilisation en relation avec l'offre de formation diplômante de l'UTT, visant justement par rapport à des thématiques comme celle du big data ou de la sécurité globale, de pouvoir proposer des capsules, je dirais, de parcours 100% en ligne sur 4 semaines, visant à sensibiliser sur ces questions et à mieux intéresser derrière d'éventuels candidats sur des parcours diplômants, mais sur des sujets pour lesquels, effectivement, ce sas, entre guillemets, de sensibilisation pouvait se justifier. Alors, ces MOOC ont été développés en interne par notre centre d'innovation pédagogique, en s'appuyant, je dirais, sur la ressource enseignante, qui sont ceux qui, par ailleurs, développent, conçoivent et dispensent nos programmes de déploiement sur ces mêmes thématiques, que ce soit un master spécialisé en big data ou un master, hein, un diplôme national de master sur le champ de la sécurité globale. Donc ça, je dirais, c'est le premier retour que l'on peut faire. Plus récemment, je vais laisser Loïc déployer, voilà, plus récemment, donc ce que nous avons fait pour gagner en agilité, hein, puisque effectivement, historiquement, une université dispense des formations diplômantes en présentiel avec un acte fort qui est celui de l'acte de formation. Et pour pouvoir mieux s'inscrire dans ces dynamiques de digital learning, nous avons fait le choix de nous associer à Pure Player en matière de digital learning et à des leaders en matière de ce qu'on appelle les EdTech, les nouvelles technologies appliquées au monde de l'éducation, avec Open Classrooms, puisque nous avons initié en fin d'année dernière un partenariat avec cette première plateforme d'éducation et de formation en ligne en Europe et en Afrique, pour déployer un premier parcours 100% en ligne sur notre master, donc le DNM, le diplôme national de master, de sécurité des systèmes d'information, qui est ouvert d'ailleurs en ligne depuis le mois de juin dernier, alors uniquement sur la deuxième année, sur le N2, et avec naturellement la possibilité d'obtenir, comme ceux qui suivent la formation présentielle à l'UTT, à 3, le diplôme national de master sur le parcours sécurité et système des informations, sécurité des systèmes d'information. Alors bien sûr, l'enjeu et l'opportunité, enfin l'enjeu pour l'UTT est de permettre à des diplômes que nous ne pouvons adresser à partir de notre site troyen, en raison de multiples contraintes, hein, que ce soit des contraintes naturellement de distance, mais aussi des contraintes de temps, puisqu'on s'adresse plus spécifiquement à des publics de salariés en activité, donc d'obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur à distance. Voilà le retour que l'on peut faire sur ces 2 années de développement sur le champ du digital learning. Alors lorsqu'effectivement Loïc nous a sollicité pour intervenir sur cette conférence et sur le thème de l'innovation libérée, en jouant sur l'intitulé de la loi, hein, puisque l'intitulé la loi s'appelle la loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel. Du coup, nous, notre parti pris de dire oui, effectivement, l'innovation peut être libérée par l'actuelle réforme de la formation, donc engagée par la loi publiée au journal officiel le 6 septembre dernier, avec un mais, puisque cette loi porte quand même, selon nous, quelques interrogations sur la capacité effectivement des organismes d'enseignement, des organismes de formation, des établissements d'enseignement, à profiter des dispositions de la loi, comme je l'ai dit notamment sur la redéfinition de l'action formation, par rapport à ce qu'elle porte, et notamment sur la monétisation du CPF, d'une part, et la régulation qui sera opérée demain par France Compétences, les branches et les OPCO en matière de régulation par les prix, et du coup, en déduire la capacité d'investissement qu'auront demain les organismes de formation en matière d'innovation. Pourquoi? Parce que Loïc l'a souligné tout à l'heure, le plafond et le rythme d'alimentation du CPF peut interroger sur, je dirais demain, la solvabilité du marché. Je rappelle, avec la loi, on passe d'un CPF en heures à un CPF en euros, à raison de 500 € par an pour les individus les plus qualifiés, 800 € par an pour les moins qualifiés, et avec un plafond sur 10 ans de 5 000 € par individu ou 8 000 € pour les moins qualifiés. 5 000 ou 8 000 €, c'est une somme non négligeable, pour autant qu'il s'inscrit dans une logique de capitalisation sur 10 ans, et pour autant, ça reste une somme toute modique par rapport à ce que peuvent être un parcours de formation. Je prends l'exemple du parcours sur le master sécurité des systèmes d'info que nous déployons avec Open Classrooms et qui est commercialisé par Open Classrooms. En gros, pour pouvoir s'inscrire sur le parcours et aller jusqu'au terme de parcours, c'est un investissement pour l'individu de 12 mois à raison de 500 € par mois. Donc en gros, c'est un investissement de 6 000 €. Donc ce plafond et le rythme d'alimentation du CPF interrogent sur la capacité d'investissement des individus, mais derrière des organismes de formation. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une volonté du gouvernement, au travers de la loi, de mieux réguler le marché par les prix et par la régulation par les prix, avec un objectif de convergence et d'harmonisation des prix, alors qui se fera notamment sur les niveaux de prise en charge des contrats par alternance, les contrats de professionnalisation et l'apprentissage, avec une modification substantielle concernant l'apprentissage. On passe d'un régime de subvention apportée à des CFA à un système de prise en charge au contrat, comme c'est actuellement le cas pour les contrats de professionnalisation. On sait bien qu'aujourd'hui, sur les contrats de professionnalisation, vous pouvez avoir des niveaux de prise en charge au niveau des branches professionnelles et des OPCA qui peuvent varier du minimum syndical qui est de 9,15 € à des niveaux de prise en charge de 25 €. Demain, au niveau des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage, sur quel niveau s'effectuera cette harmonisation et cette convergence. Et en fonction du niveau, cela induira aussi derrière la capacité d'investissement des organismes de formation et des établissements à innover sur le plan pédagogique et investir en matière d'innovation pédagogique. Voilà à notre niveau les interrogations que porte aussi la réforme de la formation en matière d'innovation pédagogique. Merci. On va enchaîner avec le CNFPT et Denis. Avec plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Denis Christol, je suis directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation du Centre national de la fonction publique territoriale. C'est un organisme qui soutient la formation de 256 métiers. Nous formons tous les ans 950 000 stagiaires.
l'organisme est régi par des textes qui ne sont pas directement liés à la formation professionnelle, sont des textes spécifiques. On va avoir des textes à venir en 2019, dont donc mars 2019, qui vont certainement réorienter cet effort de formation que nous produisons. Ceci étant, nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans le monde de la formation privée, puisque les idées et les inspirations viennent jusqu'à nous. Nous avons, pour notre compte, anticipé il y a maintenant près de 3 à 4 années sur une stratégie ambitieuse de transformation pédagogique. On a développé ce qu'on appelle une pédagogie active, donc qui mobilise beaucoup plus l'apprenant. Inversé, donc nous souhaitons systématiquement utiliser les outils numériques et enrichis, eh bien là nous enrichissons nos salles de situation présentielle avec du matériel comme des tablettes, des tableaux blancs interactifs ou des connexions en ligne. Ce qui est important pour nous, c'est un accompagnement du changement pour nos collaborateurs, hein, nos agents, mais également pour les 17 000 formateurs qui interviennent ponctuellement pour nous. C'est aussi une transformation de l'appui à des collectivités pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Je cite ces éléments-là pour indiquer qu'au-delà d'un texte de loi, peut avoir une force d'impulsion. C'est tout un ensemble de pratiques humaines, à la fois organisationnelles et de médiation pédagogique qui sont remises en question. Plusieurs axes ont été développés. On peut peut-être regarder la diapo suivante. Ces axes sont de plusieurs natures. Tout d'abord, nous nous sommes lancés dans la e-formation sans attendre. Donc, nous avons déjà développé 20 MOOC sur Fun. Alors, nous les appelons des séminaires en ligne dans notre jargon. Et nous en ciblons près de 40 000 à fin 2018. L'objectif étant de pouvoir diffuser largement dans les collectivités territoriales, y compris les plus éloignées, donc celles qui sont à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, donc partout où le territoire français est présent, de pouvoir diffuser un ensemble de connaissances. Nous nous appuyons pour cela sur une plateforme Formadis, donc Cifadis, et nous avons déjà plus de 600 formations hybridées. Donc le parti pris a été d'embarquer toutes les équipes et les intervenants à concevoir ces nouveaux dispositifs plutôt que d'acheter des choses toutes faites. On travaille depuis 3 ans maintenant à se former à de l'ingénierie de co-conception hybride. Donc nous combinons des apports d'intervenants, de conseillers formation et puis de collectivités territoriales pour bâtir les nouveaux dispositifs qui répondent aux besoins des collectivités. Pour soutenir ce mouvement, nous avons également développé des e-communautés de métiers. Ces e-communautés de métiers sont sur des thèmes eh bien, comme la voirie, la finance, les ressources humaines. Elles sont animées et soutenues par des webinaires qui vont nous permettre eh bien, de donner des éléments de base sur les métiers de façon très réactive. Cette plateforme de e-communauté permet aussi d'apporter, on n'en a pas encore parlé, mais des apprentissages sociaux ou social learning, et de se combiner avec notre offre traditionnelle d'événementiel et de stages de plus en plus hybridés. Dans le même temps, chacun de nos stages bénéficie d'une, ce qu'on appelle nous des e-communautés de stage, c'est-à-dire d'une plage de temps en amont du stage et après le stage, pour permettre aux participants de découvrir des ressources et rester en lien avec les groupes. Enfin, nous avons développé un entrepôt de données extrêmement important, qui capitalise les e-ressources que nous construisons, donc sous forme de clips, de films, de fiches pratiques, et tout cela est ordonnancé dans un wiki territorial qui est une base de connaissances publique. Enfin, nous avons créé depuis également 3 ans un laboratoire d'apprentissage qui vise la co-conception et l'innovation. Ce laboratoire d'apprentissage peut accueillir une centaine de participants en simultané et nous permet de diffuser des pratiques pédagogiques, je dirais socio-numériques, de tester les logiciels
que nous pouvons ensuite déployer sur l'ensemble des salles de notre réseau. Je rappelle que le CNFPT a un total de 700 salles réparties sur l'ensemble du territoire. Donc nous testons des logiciels, des méthodes, des pratiques, et nous les diffusons. Ces salles sont de plus en plus équipées de TBI, ENI et tablettes numériques, qui va nous permettre là également de répondre à ce dont je parlais, présentiel enrichi. Une démarche d'innovation collaborative est très largement enclenchée, notamment à travers une université de l'innovation territoriale qui s'est organisée sur 6 sites sur le territoire cet été et a réuni près de 1057 innovateurs. Cette université a été co-conçue par 240 participants, notamment à l'aide des moyens socio-numériques dont nous disposons. Donc c'est du projet agile, c'est de la plateforme d'échange de projets. C'est un ensemble de moyens qui nous permettent d'acculturer l'ensemble des acteurs publics à ces nouvelles façons d'apprendre. Cette co-conception donc à 240 participants part de défis territoriaux très opérationnels. Donc véritablement, on embarque les acteurs territoriaux à résoudre des problèmes très concrets. Donc on n'est pas tout à fait dans une logique de formation en situation de travail, mais on est dans de l'apprentissage à partir de projets opérationnels. On étaye et on soutient ces démarches à travers notamment un MOOC. On a conçu un MOOC connectiviste pour préparer cette université de l'innovation. Ce MOOC connectiviste permettait aux participants de co-construire des savoirs et de préparer leurs projets pour que dans le moment d'apprentissage de l'été, eh bien, les méthodes de co-design, de design, de fabrication de vidéos ou d'audio soient pleinement réalisées. Tous ces éléments-là composent ce que nous appelons un peu pompeusement des écosystèmes d'apprentissage, c'est-à-dire des dispositifs qui combinent des salles connectées, des événementiels qui sont plutôt des événementiels centrés sur l'action, tels que je viens de vous le décrire, des stages hybridés, des e-communautés et également une web TV, une web radio dont je n'ai pas parlé, mais qui viennent apporter des briques de connaissances réutilisables par nos intervenants. Voilà un petit peu les éléments. Pour revenir à la loi, cette loi nous va bien, puisqu'il y a une ouverture vers le numérique. Alors quand je me suis amusé à prendre les 617 pages de loi et puis à faire un nuage de mots, j'ai trouvé intéressant de repérer les mots-clés qui sont formation, compétences, travail, France, emploi, durée, code, droit professionnel. Ce sont les mots-clés qui ressortent, si vous faites l'exercice, et qui nous donnent un petit peu l'idée d'une loi encore malgré tout assez technique de régulation, d'organisation et de finance. Et donc la partie pédagogique, libre à nous de l'occuper et de profiter de cette impulsion pour dire on peut le faire, allons-y. La loi donne un cadre, mais elle ne dit pas comment précisément innover. C'est à nous d'être créatifs et de nous engager. Ah bien, merci, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer de prendre des questions là qui sont arrivées un peu dans le désordre, mais je vais les prendre dans l'ordre sur la liste là. Donc on a une première question en fait sur la disparition des listes CPF. Et du coup, tu as des choses à dire par rapport à ça, Laurent, en fait? Alors, sur l'échéancier de la mise en œuvre du volet réforme de la certification, qui est porté par la loi, on n'a pas encore effectivement d'idée très précise, puisque ce qui est prévu, c'est que l'actuel CNCP, donc Commission nationale de la certification professionnelle, soit intégré au sein de France Compétences et que le volet certification soit piloté et géré dans le cadre d'une commission de France Compétences qui portera, le dispositif de réforme de la certification. Donc en l'état actuel, ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif des listes perdure, soit les listes nationales, les listes de branche ou les listes régionales. Et effectivement, j'invite les auditeurs qui seraient dans des démarches d'inscription à l'inventaire de la CNCP ou d'enregistrement à la LCP, de continuer en parallèle
éventuellement de la saisine des branches professionnelles pour lesquelles l'inscription sur la liste serait utile pour pouvoir mobiliser le compte personnel de formation. Merci. Donc il y a une autre question qui est plus relative à l'alternance. On a vu, Laurent, tout à l'heure, quand tu as abordé les MOOC, en fait, tu as bien expliqué qu'il s'agissait de sensibilisation, même si les contenus, l'ensemble des contenus sont produits par les équipes pédagogiques qui font les masters en présentiel. On voit bien que on va dire, c'est une approche qui après sont utilisées dans les parcours traditionnels. Comment est-ce que la loi finalement vous incite ou pas à finalement à développer l'alternance et à utiliser tous ces contenus innovants dans le cadre d'une formation qui a mélangé les temps à l'université et les temps ailleurs en entreprise? Alors j'ai vu une question qui était posée sur le thème est-ce que effectivement la loi et la réforme de l'alternance invitent les universités à se positionner davantage encore sur l'alternance. Je serais tenté de dire oui, et notamment sur le volet apprentissage de l'alternance. Puisqu'en fait, le système d'apprentissage est fortement réformé, avec un pilotage qui ne s'effectuera plus par les conseils régionaux, qui perdent un peu ce rôle de régulation. Et pour les universités, il y aura possibilité, dès lors qu'elles sont inscrites en tant qu'organisme de formation auprès de la préfecture, et en mentionnant qu'elles font également de l'apprentissage, de pouvoir dispenser elles-mêmes de l'apprentissage. Donc il y a un volet, je dirais, sur l'alternance qui est le volet apprentissage, et qui peut pousser les universités à aller davantage sur ce champ. Alors sur la possibilité de suivre je dirais, ces parcours en alternance à distance, c'est aujourd'hui une réalité à l'UTT, puisque sur nos diplômes d'ingénieur, la 5e année du cursus ingénieur peut se faire par la voie de l'alternance, et en l'occurrence en contrat de professionnalisation. Donc aujourd'hui, vous avez certains étudiants qui suivent la formation à distance, soit en synchrone ou soit en asynchrone, et donc avec la possibilité voilà, d'accéder aux ressources, à l'ensemble des ressources, et à notre niveau, un dispositif de tracking. Alors là aussi, il y a toujours le sujet des connexions. Bon, la possibilité de tracer les connexions, mais pour autant, d'exiger au-delà de la connexion, effectivement, des rendus au regard, je dirais, des enseignements qui sont dispensés à distance. Et en appliquant, là, je dirais, qui avait été défini par le décret sur la FOAD, qui avait été pris en application de la précédente loi 2014, en disant que les temps de connexion sont une présomption, mais insuffisants pour attester, je dirais, du suivi d'enseignement à distance. Et donc, ce que nous faisons, c'est que par rapport à un enseignement et par rapport au rendu au livrable, nous quantifions le temps nécessaire au suivi de la formation à distance pour attester en fait que l'étudiant a suivi les enseignements à distance au-delà de la connexion et du tracking des connexions. Et puis pour les OPCA, les plus rigoristes, comme nos étudiants ont quand même la possibilité de revenir sur site, on continue à leur faire effectivement signer la sacro-sainte feuille de présence. Merci. Oui, ça c'est la question un peu récurrente des preuves de connexion, des traces de connexion, du tracking, de comment va-t-on mesurer le niveau d'assiduité. Donc, du coup, si on passe la parole à Denis, comment que ça se passe du coup au CNFPT dans toutes ces modalités très innovantes qu'on a pu aborder, là, les MOOC, les e-communautés, les wikis territoriales, etc. Comment vous mesurez l'assiduité finalement des apprenants au-delà du présentiel? Alors, sur les MOOC, nous, on est sur la plateforme Fun. Donc, on a le suivi sur Fun. Les MOOC qu'on a développés sont en général, rassemblent environ 5000 participants et sont joués 2 à 4 fois par an. Un des intérêts de ces dispositifs, c'est qu'ils peuvent être combinés par nos équipes à des temps en présentiel. Donc, on voit bien que les MOOC et les nôtres n'y échappent pas
ont un taux de suivi jusqu'à la fin, je dirais, jusqu'à la certification, qui se situe plutôt du côté de 10-12%. Certains vont au-delà, certains vont en dessous, donc c'est à cet égard assez standard par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs. Mais on les combine, on essaye de plus en plus de les combiner à des dispositifs présentiels. Chacun de nos MOOC est évalué dans le cadre de QCM ou de travaux à restituer pour certains d'entre eux. Sur notre plateforme, donc notre plateforme CIFADIS, qu'on appelle Formadis chez nous, là on a également tout un ensemble de suivis qui va nous permettre d'identifier les exercices, les QCM, les mises en situation en ligne qui sont proposées aux participants et qui vont nous permettre d'attester ou non la réalisation du parcours que nous demandent les collectivités territoriales par ailleurs. Voilà un petit peu pour ces deux dimensions. L'important, c'est de rester centré sur l'apprenant, c'est-à-dire que, bien sûr, on a besoin de métriques et d'avoir des éléments pour rendre compte quantitativement de ce qui se passe. Ce qui est plus important encore, c'est justement de pouvoir être sûr que nos dispositifs correspondent à ce dont ont besoin nos apprenants. Donc, de plus en plus, ces dispositifs sont co-construits. Et donc, on associe des apprenants dans des dispositifs en amont, des phases d'ingénierie de co-conception en amont. Avant de poser la question suivante, j'en profite pour rappeler, comme c'était marqué dans le chat, que en fait, l'OFAD a lancé récemment plusieurs groupes de travaux, donc notamment un groupe de travail sur les questions d'assiduité. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos ou même contribuer à ces questions-là, n'hésitez pas, on a mis dans le chat le lien pour avoir plus d'informations. Il y a une autre question ensuite qui concerne plus la durée totale des contenus. Donc du coup, Denis, quand vous parlez finalement de co-construire avec les apprenants, est-ce que finalement le fait d'intégrer les apprenants dans la conception des produits de formation, de tous ces produits de formation, ou plutôt en quoi le fait d'intégrer des apprenants dans la co-conception de ces produits va influer à la fois sur leur durée, sur la façon dont ils sont conçus, entre la partie présentielle et la partie distancielle. Finalement, quel est le rôle des apprenants dans la co-conception par rapport à ces problématiques? Alors, déjà, ce n'est pas systématique. On ne le fait pas pour toutes les actions. Mais on va le faire pour des gros dispositifs qui sont chez nous extrêmement importants. Je pense à des dispositifs de préparation au concours ou de formation d'intégration, qui sont des formations que nous menons, où nous associons et consultons largement les apprenants. Dans des dispositifs de formation-intégration, on peut jouer sur les durées, puisque ces durées sont réglementaires. Donc là, on ne peut pas jouer là-dessus. Par contre, on peut réfléchir sur l'ordonnancement des séquences, sur qu'est-ce qui s'y passe, sur les interactions et notamment sur les temps de passage en collectivité entre deux temps présentiels. Voilà, donc ça c'est ces points-là. Sur les durées, on a tendance à travailler de plus en plus en ingénierie tutorale, de telle sorte qu'on diminue les durées en présentiel et qu'il y ait des temps plus d'accompagnement à distance. Donc typiquement, quand on avait un stage qui pouvait être une durée de 3 jours, on regarde, quand c'est possible, à l'organiser sur 2 jours, avec des temps à distance qui vont permettre de se préparer à la rencontre et puis d'en suivre ensuite les résultats. On a une question particulière un peu sur la FEST, en fait. Où en est le CNFPT par rapport à ça? Quelles sont les réflexions en cours, en fait? Alors, on en est vraiment dans les réflexions. Il faut bien voir que dans la fonction publique territoriale, il y a une vraie présence des partenaires sociaux qui sont très attentifs au temps de formation, très vigilants à cela. Donc, on n'en est qu'au stade de l'expérimentation. On n'a pas généralisé des dispositifs de cette nature. Ça va être fait ponctuellement sur certains métiers où des mises en situation professionnelle sont indispensables, mais pour l'instant, on est plutôt au stade de l'expérimentation. Je ne pourrais pas vous dire qu'on a généralisé
complètement ces dispositifs. Il y a des groupes de réflexion qui travaillent sur ces points, et c'est des choses qu'on va faire avancer. Notre priorité sur ces 3 dernières années, c'était essentiellement tout ce qui est autour de la numérisation, digitalisation, hybridation, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. La partie formation en situation de travail, on va la retrouver dans ce que je vous décrivais sur de la formation-action, où là, on part avec des dispositifs et des sujets très concrets, et puis on accompagne ces éléments-là, mais il y a une partie de l'apprentissage ou des actions qui se réalisent pendant le temps de travail, là, on n'a pas de visibilité ou de gestion de ce qui se passe. Merci. Je reviens sur une autre question qui est un peu en lien avec ce qu'on a dit auparavant. Donc on a parlé de tracking, de mesures d'assiduité, de mesurer les temps de connexion, mais aussi les rendus, les documents rendus. Comment, Laurent, en fait, vous évaluez, par exemple dans les MOOC, là, en fait, le niveau moyen nécessaire pour produire un rendu, une production qui est à remettre en fait dans le MOOC? Et comment individualisez-vous la formation? Sur les MOOC, il n'y a pas d'individualisation en tant que tel. Hein. On est sur un parcours qui s'étalonne sur chaque semaine, avec effectivement des rendus, alors dont la durée est fixée en fait par les ingénieurs pédagogiques ou enseignants hein, qui conçoivent le parcours. Voilà ce que je peux dire sur ces mini-MOOC de sensibilisation. Alors, en revanche, là, sur le master sécurité des systèmes d'information qui est proposé en ligne via Open Classrooms, qui s'appuie sur une pédagogie de projets professionnalisants, du coup, la durée qui a été fixée pour aller au terme du parcours, pour effectuer la dizaine de projets professionnalisants, elle a été fixée à peu près à 12 mois pour des actifs qui seraient en activité. Et quel est du coup le type de tutorat qui est fait en fait? Alors, sur le master SSI, en fait, chaque inscrit au master bénéficie d'un mentoring de 2 heures par semaine, donc qui est assuré à titre individuel hein, par un mentor qui est issu, je dirais, du domaine métier, du domaine secteur qui est couvert par la certification. Et après, on a une question qui est un peu plus générique qui va concerner vous deux. Finalement, avec toutes ces nouvelles modalités, les supports numériques, et vous avez des taux d'utilisation de ces outils. Finalement, est-ce que vous avez une lecture des parcours de formation suivis par vos apprenants? Pour ceux qui ne sont pas forcément strictement linéaires à la semaine, il y a des possibilités de parcours un peu plus personnalisés. Comment vous évaluez un peu les masses en fait des parcours des apprenants? Il y a des analyses qui sont faites sur ce niveau-là. Pour ce qui nous concerne, le suivi des apprenants se fait par les métriques proposées soit par la plateforme Fun, soit par notre propre plateforme. On peut identifier les documents téléchargés, les temps passés à regarder ces documents. Mais là, il y a une grande prudence à avoir. Il ne s'agirait pas que le taux de clic ou les durées remplacent la feuille de présence. Parce que ça n'est pas parce que vous avez téléchargé un document que vous l'avez lu. Ça n'est pas parce que vous avez déclenché une vidéo que vous l'avez regardé ou même que vous l'avez compris. Ce n'est pas parce que vous avez des QCM, vous avez répondu faux ou juste, qu'on sait si vous avez véritablement progressé dans une compréhension de la matière. Donc tous ces outils sont extrêmement intéressants. On est même en train de regarder de plus près, à partir de plusieurs expériences qu'on a fait en adaptative learning, comment ajuster la proposition de contenu aux apprenants. Mais il reste un rôle essentiel à jouer aux formateurs pour avoir une lecture d'ensemble et pour jouer son rôle de médiation. C'est pour ça que je lisais à un moment donné dans le chat, n'est-on pas à l'ubérisation de la formation? Pour moi, le rôle du formateur, la médiation humaine, la présence en direction des apprenants, présence qu'elle soit à distance ou physique, hein, dans un groupe, hein, peu importe, elle est extrêmement importante. Et aussi importante que simplement de dire tu t'es connecté 10 fois ou
où tu as téléchargé 5 documents. Donc, on a ces éléments-là, ça peut nous aider, mais il faut être attentif à ne pas en faire un point de focalisation. Ce qui nous intéresse pour ce qui nous concerne, c'est de vérifier que les apprenants, individuellement ou collectivement, augmentent leur pouvoir d'agir dans leur situation professionnelle. Donc, question de formation en situation de travail, de connexion avec le travail, nous semblent être des très très bonnes questions qu'on doit prendre en compte. Le numérique doit rester un outillage au service de la situation. Un petit peu de bruit derrière, je ne sais pas chez qui c'est. C'est embêtant. Alors, j'avais une question sur, on parlait hybridation de parcours sur la VAE. Et là, je peux effectivement faire un retour d'expérience de l'UTT en matière alors, ça n'aime pas trop le terme hybride, mais je conserve néanmoins. C'est-à-dire la possibilité effectivement de s'inscrire dans une démarche de validation des acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme, alors principalement chez nous, soit un master, soit un diplôme d'ingénieur. Et pour autant, au niveau de la recevabilité, qui est une recevabilité plus à notre niveau, pouvoir éventuellement prescrire le suivi en parallèle de quelques lieux, quelques unités d'enseignement, de telle sorte que le candidat, lorsqu'il se présente au jury de validation de la VAE, obtienne non pas une certification partielle, mais une certification totale. Sachant que il ne vous aura pas échappé que nous sommes à 3 en tant qu'UTT, lorsque nous accompagnons des salariés sur un dispositif de VAE, je dirais qu'il s'agisse de l'accompagnement qui est assuré par un enseignant expert sur les domaines visés par la certification ou le suivi des enseignements qui lui permettront d'obtenir la validation totale, l'ensemble aujourd'hui peut et se fait à distance. C'est-à-dire l'accompagnement se fait à distance, dans le cadre de conférences téléphoniques, de Skype, entre l'enseignant et le candidat, et idem pour les cours, où là on est bien sur un dispositif totalement personnalisé d'enseignement qui vise à, combler le gap entre le référentiel de compétences, le référentiel de certification et l'expérience dont peut se prévaloir le candidat au travers du dossier de preuves qu'il complétera. Cet accompagnement-là, il est fait sur combien d'heures ou sur quelle durée? Alors, l'accompagnement en tant que tel, on reste, je dirais, dans les limites de la loi, hein, puisqu'on est sur 20 heures d'accompagnement uniquement individualisé. Donc, il n'y a pas de temps collectif, parce que pour autant, on est sur des diplômes d'ingénieur, donc on reste sur des dispositifs très individuels. Sur la durée totale de la VAE, l'engagement qui est pris par l'individu qui s'engage dans une démarche VAE est de 12 mois à partir du moment où il conventionne avec l'UTT. Et pendant ces 12 mois, en fait, du coup, l'accompagnement à distance avec les tuteurs, ça reprend 20 heures par semaine. Ça, c'est laissé à la discrétion du candidat, justement, en fonction de ses disponibilités. Si on revient après sur le CNSPT, là, en fait, Denis, vous nous avez parlé tout à l'heure de e-communauté métier, soutenue par des webinaires. Donc on voit bien, on imagine que les participants, les personnes sont intéressées par des mêmes sujets de formation, qui vont participer à des formations, peuvent continuer à échanger peut-être avant, pendant, après. Finalement, quel est le rôle des éventuels tuteurs et à quel moment ils interviennent dans ces communautés, enfin les experts métiers? Quel est leur niveau d'investissement? Est-ce que vous dégagez du temps pour ces experts métiers pour aider les apprenants? Alors, ces communautés sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles visent à animer des communautés professionnelles, peuvent rassembler jusqu'à 5000 participants, je pense à notre communauté dans le domaine du management. L'animation de ces communautés s'appuie sur des apports d'expertise, sur des forums et puis des travaux de sous-groupe qui peuvent préparer à des projets très concrets,
comme par exemple bâtir une formation. Certaines communautés, une des plus anciennes par exemple, qu'on appelle coopérative pédagogique, est une communauté d'échange de pratiques pédagogiques, donc elle est ouverte à tout le monde. Si certains d'entre vous ont envie d'y participer, tapent sur un moteur de recherche e-communauté CNFPT, coopérative pédagogique, ils peuvent venir. Ils peuvent y récupérer des supports, des fiches pratiques, participer aux webconférences. On fait des webconférences tous les 15 jours, le jeudi de 17h à 17h30, et on explore des thèmes qui visent pour cette communauté à accompagner toute la numérisation de la formation, se poser des questions. On fait intervenir des experts qui viennent dans des temps assez courts apporter des éléments. Les animateurs de ces communautés eh bien, ont pour mission de créer des liens entre nos offres de formation plus traditionnelles, événements, formation action, sont également en charge de faire une veille. Donc on crée soit des newsletters, soit des webzines. Donc les webzines, ce sont des newsletters qui sont thématisés en fonction des webinaires qu'on peut réaliser, donc avec un parti pris éditorial et un contenu multimédia. Et puis on va aussi beaucoup valoriser nos membres en présentant eh bien, leurs expériences et leur savoir-faire aux autres membres. Ça est bien entendu, comme dans le cadre de webinaires, filmé et vu de façon synchrone ou asynchrone. Voilà quelques exemples. On a beaucoup de communautés qui sont en support de projets très concrets. Je pense à une communauté sur la voirie qui va suivre la mise en place des textes législatifs, une e-communauté pour les secrétaires de mairie. Ce sont des personnes qui ont peu de loisirs de quitter leur collectivité parce que c'est des toutes petites équipes et donc qui, à distance, peuvent bénéficier d'appui de juristes ou de leurs pairs. Je pense encore à notre e-communauté innovation publique collaborative qui vise à suivre et accompagner les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le cadre de notre université d'été d'innovation. Donc toutes ces e-communautés, elles visent à dynamiser quelque part les réseaux professionnels et réseaux métiers en ligne, mais préparer également des temps présentiels, puisque ces temps présentiels sont aussi importants pour célébrer des temps de réussite. Les animateurs de ces e-communautés sont de deux natures. Il y a d'une part les responsables des pôles d'activité du CNFPT, d'autre part des intervenants experts dans le domaine qui nous aident à co-animer, et puis ensuite un noyau dur de participants qui apportent des éléments de contenu, de questionnement. Voilà. Ce sont des milliers de ressources qui sont mises à disposition dans ces différentes petites communautés, et on est un peu dans une logique Creative Commons de mise à disposition de ces ressources ouvertes à l'ensemble de ceux qui veulent peuvent en profiter de la francophonie, puisque la plupart sont en... D'accord. On voit très bien qu'on est dans une sorte de compagnonnage numérique, quelque part, si je pouvais dire. Du coup, est-ce que par contre, il y a des actions de formation ou d'accompagnement pour la formation de formateurs qui vont finalement prendre en charge toutes ces nouvelles modalités pédagogiques et qui vont intervenir dans ces e-communautés ou dans des dispositifs agiles? Oui, alors, pour ce qui est le CNFPT, la mise en place du numérique, c'est 15 000 intervenants, hein, selon les années qui interviennent pour nous, et qu'il est nécessaire d'accompagner. Donc nous avons créé de nombreux dispositifs pour cela. D'une part, des universités d'automne de nos intervenants, qui sont animées par nos propres collègues, qui visent à aider l'ensemble des intervenants qui le souhaitent à monter des dispositifs numériques, à créer des ressources, à se situer dans une salle avec des moyens multimédia pour être plus à l'aise. Donc ces universités ont une fonction d'accompagnement. Cette coopérative pédagogique est un point ressource qu'on va pouvoir mettre à disposition pour aider les intervenants. On a également un dispositif en ligne qu'on appelle La Fabrique, qui est un dispositif d'appui à distance, intégralement à distance, pour aider à concevoir un dispositif. Nous avons développé un SPOC sur les fondamentaux de la pédagogie pour nos formateurs, et nous sommes en train de tester une labellisation des intervenants, cette labellisation étant plus spécifiquement dédiée aux compétences numériques, donc la maîtrise de webconférences, de tableaux numériques ou de plateformes d'apprentissage. Donc cet ensemble est particulièrement porté
par notre direction et par toutes les équipes sur le terrain qui relaient ensuite sous des formes très variées, qui peuvent être des clubs d'intervenants, qui peuvent être des séquences de co-conception de dispositifs, qui peuvent être des séminaires de fabrication de cahiers des charges de ressources. Et à partir de ces cahiers des charges de ressources, on va aller vers des prestataires pour faire de la médiatisation, de différents niveaux de médiatisation. Donc il y a un effort qui est absolument considérable en direction de ces intervenants pour que tous ceux qui le souhaitent puissent embarquer les nouvelles pratiques. Et bien entendu, cet effort ne serait rien si nous n'agissions pas en même temps en direction des apprenants et en direction des collectivités territoriales qui doivent elles aussi pouvoir comprendre le nouvel écosystème d'apprentissage qui se met en place. Donc, nous avons des dispositifs d'aide à l'auto-formation, de repérer dans nos plateformes et nos outils à destination des apprenants, et également des réunions et des temps d'embarquement des collectivités territoriales pour qu'elles aussi puissent comprendre comment s'organiser, organiser des temps et des espaces pour que leurs agents puissent se former à distance sur le temps de travail. Pour nous, c'est extrêmement important de noter que le temps de formation à distance se fait sur le temps de travail, de pouvoir, le cas échéant, négocier avec leurs partenaires locaux la mise en œuvre opérationnelle de ces formations. Donc c'est un dispositif très important. C'est pour ça qu'on est parti il y a déjà plus de 3 ans dans cette direction-là. Merci Denis, on voit que c'est très complexe, c'est tout un écosystème et même s'il y a eu beaucoup de questions au départ par rapport à ça, même si on parle beaucoup de digital et de technologie, l'humain reste au cœur du système. Donc c'est très bien. Donc comme on approche de la fin de cette conférence, je vais juste poser une dernière question en fait à Laurent pour reboucler. Finalement, Laurent, dans les éléments qu'il nous a présentés, on voit bien que ça part de certaines initiatives de certains formateurs ou enseignants qui ont mis leurs cours en ligne via des MOOC et que ça généralise sur d'autres secteurs, d'autres écosystèmes. Comment en fait vous faites à l'UTT, vous, du coup, pour passer finalement de l'étape où il y a quelques premières initiatives à une phase de plus généralisation, comme l'a fait un peu massivement? Ça passe par la recherche de partenaires, hein, comme on l'a fait avec Open Classrooms. Pourquoi? Parce que l'université, c'est tradition, c'est culture, a toujours, je dirais, une agilité qui sera à la hauteur des attendus pour aller sur le digital learning. Donc très clairement, nous avons cette première expérience avec Open Classroom sur le master SSI. Alors Open Classroom, ce qui était intéressé, pourquoi? Parce qu'on a cette capacité à délivrer des diplômes qui sont enregistrés au RNCP, et je dirais la certification était un point déterminant dans le choix opéré par Open Classrooms. Je pense que demain, notre développement sur le digital learning s'inscrira davantage encore dans un cadre partenarial pour se donner, je dirais, de plus grandes marges de manœuvre par rapport, je dirais, à l'interne de l'université, mais en y associant naturellement les enseignants responsables de chacune de ces filières ou de chacun de ces programmes, et toujours avec une entrée qui sera d'aller sur des formations diplômantes. C'est quand même le sens de la réforme que de pousser les feux dans les formations certifiantes et diplômantes. Bien, donc merci. Je crois que du coup, on va rester sur le dernier mot pour conclure. On arrive au terme de cette webconférence. Merci Denis et Laurent pour votre témoignage. Donc pour les participants, on va vous afficher un écran d'évaluation sous peu là. J'en profite pour passer juste un ou deux messages avant de vous dire au revoir. Donc pour Manocton, nous n'avons pas encore validé en fait le sujet, mais en fait vous aurez le 13 novembre en fait une nouvelle conférence sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, dont on parle beaucoup aussi. Nous aurons la société Stras qui viendra nous parler de ce qui est fait pour les très grands groupes, et la société Orange qui viendra expliquer comment utiliser ces modalités pour former ces techniciens, notamment dans le secteur de la fibre. Voilà, donc nous vous rappelons que l'ensemble des webconférences sont disponibles en replay intégral en fait sur le site du 3FOD ou de Live Session, qui est notre partenaire sur cette opération.
et que vous pouvez toujours nous proposer via Aurélia les sujets que vous souhaiteriez voir traités. Voilà, parce que donc on discute en bureau régulièrement des différents sujets, mais bon, vous avez peut-être des sujets que vous pouvez souhaiter aborder, que vous n'avez pas encore abordés, donc on prend vos idées. Voilà, donc on vous souhaite un bel après-midi et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine webconférence du FOD.